Bonjour professeur Tan. Bonjour Monsieur Bouillaume. Merci tout d'abord, merci d'avoir cette invitation pour cet entretien intitulé Mohamed VI, nouveau pôle stratégique. Bien. Que peut-on retenir de la visite de Mohamed VI en Russie? Alors vous voyez d'abord ce qu'il faut remarquer, c'est que les médias français n'en soufflent les mots du voyage de Mohamed VI en Russie. C'est quand même curieux. Moi je crois qu'avec ce voyage, on est à un tournant décisif dans le nouvel ordre mondial et on voit l'émergence d'un nouveau pôle stratégique incarné par le roi du Maroc. Je m'explique. Voyez-vous, prenons un sujet très délicat qui est celui de la Syrie. Dans son voyage en Russie, le roi Mohamed VI a exprimé son soutien à la diplomatie russe et à l'intervention russe en Syrie, donc c'est une intervention armée, et à toute la diplomatie russe. C'est là où on voit la force de ce roi du Maroc. En quel sens? C'est que c'est l'homme des équations difficiles. En même temps, il a de bonnes relations avec les pays du Golfe, avec le royaume saoudite, et on sait très bien que les monarchies pétrolières du Golfe ne s'entendent pas tellement bien avec la Russie. Voilà donc un roi qui maintient ses relations, a des subventions, a des financements du royaume saoudite ou des pays du Golfe, et en même temps, il ose, contrairement à toute une histoire, une image d'Épinal que le Maroc est pro-occidental, pro-américain, pro-européen, pro-français, le voilà qui va à Moscou et en plus il signe une quinzaine de conventions qui pratiquement couvrent tous les domaines de la vie économique, culturelle, religieuse. C'est énorme. Vous ne pensez pas que ça a fait office de contrebalancement, parce que c'est au moment où les relations entre le Maroc et l'Occident, notamment l'Union européenne, sont au plus bas. La France, l'Union européenne sont plus bas. Vous ne pensez pas que c'est une issue de secours dans certaines mesures? Mais c'est là où on voit la pertinence et la subtilité, c'est de choisir le bon moment pour faire cela. C'est-à-dire que après cette tension qui a existé entre la France et le Maroc, prenez par exemple le domaine culturel. Tout le monde connaît tout le savoir-faire des Français pour les musées, le Louvre, tout ça. Eh bien, on aura là une coopération entre les musées russes et les musées marocains. Vous voyez, j'ai pris un point culturel, mais ça peut être aussi également exploiter les erreurs européennes et françaises en sa faveur. C'est-à-dire, la France, là, vote une sorte d'embargo, de sanctions contre la Russie concernant le domaine agricole. Eh bien, c'est tout bénéfice pour le Maroc d'exporter toute sa production agricole, enfin toute une grande partie, vers la Russie. Elle le faisait un peu, mais là, bon, ça va. Et en plus, non seulement vis-à-vis de la France, mais vis-à-vis de la Turquie. Oui, un pied d'ailleurs avec les sanctions russes, les touristes russes non plus pour destination par excellence, la Turquie. Il y a eu une convention concernant le tourisme. Et là aussi, vous voyez la finesse du jeu. La diplomatie, c'est un jeu. La stratégie, c'est un jeu. C'est stratégique, tactique, tout ça à la fois. Et c'est prometteur. C'est-à-dire, on aura peut-être cette année 35 000 à 40 000 touristes russes. C'est appelé à se développer. Et en même temps, ça montre ce jeu d'équilibrisme. Le roi du Maroc s'est rendu en Turquie.
On sait très bien que la Turquie islamiste, entre guillemets, cherche à infiltrer le Maroc. Enfin, moi je vous le dis en tant qu'expert. Peut-être vous n'entendrez pas ça dans les médias marocains, mais là n'est pas le problème. Hein, il faut analyser froidement les choses. Et là, c'est une très belle réponse. Que nous, on veille sur le grain, on a des relations avec la Turquie, mais cela ne nous empêche pas d'occuper le rôle au niveau des exportations turques vis-à-vis de la Russie. Vous voyez, chacun joue son jeu. La Turquie n'avait qu'à mieux jouer. Alors elle a perdu la partie. C'est là, si vous voulez, où on se rend compte qu'on assiste à un tournant de la diplomatie marocaine, guidée par le roi et par ses ministres de souveraineté, les plus proches de lui et ses conseillers. Hein. C'est-à-dire quand le roi a emmené avec lui son ami d'enfance et en même temps son conseiller Ali Himma et Tayyib Fassi Ferri, qui était son ex-ministre des Affaires étrangères, ça veut tout dire que on a toujours parlé de cet aspect bicéphale de la gouvernance marocaine. Mais cette dualité est positive, c'est-à-dire le pouvoir exécutif marocain fait bon ménage avec le Marzan. Le Marzan, n'est-ce pas, c'est le palais royal, si vous voulez. Et là, c'est vraiment le deuxième coup de maître que fait Mohammed VI en quelques semaines. Je m'explique. Le premier coup de maître, c'était de décliner l'organisation du sommet arabe chez lui. Et là, ça vient confirmer, permettez mon analyse que j'avais donnée il y a quelques semaines, qu'on allait vers une nouvelle diplomatie, une nouvelle stratégie du Maroc. Et on peut évidemment passer en revue les 15 conventions. À chaque convention, il y a un problème particulier qui est posé et une solution qui est proposée, voyez-vous. Et c'est là où on voit non seulement l'émergence d'un nouveau pôle stratégique, mais le Maroc comme une puissance régionale dans ce monde arabo-musulman. Je résume brièvement. Si vous passez en revue tous les pays arabes aujourd'hui, il n'y a aucun qui n'est pas vraiment de problème très sérieux. La Syrie est détruite avec tout le problème qu'on connaît, le Liban et son président, l'Irak a la guerre contre Daesh, les pays du Golfe ont la guerre contre le Yémen, l'Égypte doit lutter contre Daesh au Sinaï et à l'intérieur, la Tunisie n'arrive pas à s'en sortir de son printemps arabe avec le terrorisme, par ailleurs, vous avez l'Algérie, avec la chute du prix du pétrole, il est aujourd'hui très difficile d'acheter la paix sociale, de continuer. Ceci dit, l'Algérie est un pays très important au Maghreb. Moi, j'appelle de tous mes voeux une entente entre le Maroc et l'Algérie, mais on reviendra là-dessus. Donc, la Libye, on sait que c'est le chaos. Quel pays, jusqu'à maintenant, résiste et représente un pôle d'investissement pour non seulement l'Occident, la Russie, vous voyez, c'est le Maroc. Donc on a affaire à une émergence d'une puissance régionale vu le paysage géopolitique de ce monde arabo-musulman. Voyez-vous ? Mais l'Algérie, néanmoins, vu son poids en termes de population, son poids sur le plan économique, on ne peut pas se substituer. On ne peut pas substituer, je dirais, l'Algérie au Maroc. C'est quand même élaguer en fait tous ces aspects de dire que le Maroc serait une puissance régionale qui surpasse l'Algérie. Vous voyez, c'est là un aspect intéressant, une dimension importante de la personnalité du roi et de sa diplomatie et de sa stratégie. C'est l'homme du paradoxe, des équations difficiles, comme j'ai dit. Prenez par exemple l'Algérie et peut-être avec la Syrie, ce sont les deux pays les plus proches de Moscou. Exactement. On est d'accord. On est d'accord. Et vous voyez comment lui, par cette ouverture vers Moscou,
pousse Poutine, n'est-ce pas, à jouer le même jeu d'équilibriste entre un allié de poids, qui est le Maroc, et un ancien allié, qui est l'Algérie. Vous voyez, à propos de beaucoup de dossiers. Par exemple, vous voyez, ce rapprochement, parlant du Sahara, ce rapprochement est génial dans la mesure où le Maroc se met dans la poche un pays, passez-moi le terme, qui est capable de dire non, qui a un veto. Exactement, le Conseil de sécurité. Voilà. Et vous voyez, là, si vous voulez, on peut parler du problème du Sahara. On l'évoquera un peu plus tard. Je vais venir sur un point d'actualité un peu plus récent. Nous avons connu récemment des attentats à Bruxelles qui suivent ceux de Paris. Et nous remarquons une prédominance des filières dites belgo-marocaines. Il y a un certain nombre de commandos, notamment Saleh Abdeslam, Abdelhamid Abaoud, qui sont issus de ces fameuses filières belgo-marocaines. Est-ce que la sécurité de l'Europe passe par le Maroc? Est-ce que le Maroc est devenu une base arrière pour Daesh? Je ne pense pas du tout. Voyez-vous, le Maroc n'est pas à la base arrière et ne le sera pas. Je ne le pense pas. Mais vous voyez, il faut une précision importante, lourde de sens, c'est que tous ces gens-là, la majorité est née en Occident. On les appelle belgeo-marocains ou franco-marocains, je suis désolé, mais ils sont nés à Bruxelles, ils sont nés dans la banlieue parisienne. Donc, quelle est la responsabilité du Maroc là-dedans? Pas grand-chose. On peut, si vous voulez, parler par contre d'une responsabilité européenne et qui est boiteuse. Dans quel sens? C'est que, par exemple, l'incident entre la France et le Maroc en ce qui concerne le responsable d'espionnage marocain qui a été arrêté, merci de l'avoir cité, montre bien qu'on se prive d'une coopération qui pourrait être très efficace parce que le Maroc sait qu'il a des djihadistes qui sont allés en Syrie et les surveille de près. C'est également vrai que le Maroc a maintenu des relations avec sa diaspora. Donc il est peut-être parfois, aussi contradictoire que ça puisse paraître, mieux placé pour connaître ce qui se passe à Bruxelles, je dis parfois, que les Belges eux-mêmes, que les services belges eux-mêmes. Donc se priver de cette coopération, que ce soit avec la Syrie, que ce soit avec le Maroc, c'est une grave erreur de nos services. Surtout qu'après le 11 septembre, on a découvert l'importance du renseignement humain. Et là, je crois qu'on a mal joué. On aurait dû mieux coordonner avec les services secrets. D'ailleurs, permettez-moi, puisque vous avez ouvert ce chapitre de terrorisme, de remarquer une chose. C'est que jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit, le Maroc échappe à ce maudit printemps arabe. Pour le moment, c'est le pays le plus stable. Il y a eu quelques... l'attentat, mais je veux dire, c'est pas la Libye, c'est pas la Tunisie. Vous voyez, c'est pas non plus... Pourtant, le Maroc a des frontières très proches de l'AQMI, des terroristes du Sahel, de l'Afrique centrale. C'était l'objet de mes cours à l'école de guerre il y a de ça 15 ans, ou à l'ENSTA, l'École nationale supérieure de techniques avancées, il y a de ça une vingtaine d'années aussi, la propagation. Et là, c'est un point important, vous voyez, on avait une propagande wahhabite où, avant daïchiste, c'est-à-dire Ben Ladiniste, disons, Al-Qaïda en Afrique, et auparavant, il y avait une propagande, enfin je dis propagande d'Al-Azhar, de la mosquée, de l'université d'Al-Azhar. Mais petit à petit, les pays du Golfe ont plus ou moins eu leur influence sur Al-Azhar. Donc, il manquait dans ce tableau de mouvance musulmane ou islamiste un pays où l'islam est modéré, où c'est la religion du milieu, vous voyez, de la tolérance. Et là, je crois que le Maroc a ce type de gloire grâce justement aux directives du roi
et a un ministre qui est là depuis une dizaine, un peu plus d'années, Ahmed Toufiq, qui fait un travail mais exemplaire. Et là, aujourd'hui, on peut dire que le nouveau pôle même de l'islam, hein, ce n'est plus l'Azhar, ce n'est plus les tendances islamistes. Au contraire, il y a un islam marocain qui tend à devenir le pan-islam de tout le monde musulman. Preuve en est que dans les conventions avec la Russie, il y a un accord concernant la formation des imams. Même la France tend aujourd'hui à former ses imams au Maroc. Le Maroc a toujours formé des imams pour l'Afrique pour contrecarrer l'influence wahhabite et l'influence d'Al-Qaïda et toute autre influence islamiste. Donc vous voyez l'importance qu'a acquis le Maroc au niveau de l'islam. C'est un pays phare aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'institutions religieuses au Maroc anciennes, ce qu'on appelle l'enseignement ancien, al-ta'lim al-atiq. Et ça c'est très important au Maroc. Vous trouverez un chauffeur de taxi qui va le soir pour avoir une formation. Et ce qui est génial pour éviter ce maudit printemps arabe, je dis ça, c'est-à-dire que le Maroc a su investir le domaine religieux en réhabilitant la mystique, grâce justement à toute la politique du ministère des Hubous, c'est-à-dire des biens de main morte. En fait, le ministère des biens de main morte, c'est le ministère des Affaires religieuses. Et là, c'est un point important. Le Maroc ne va pas cesser, à mon sens, d'envoyer des missionnaires dans ce sens-là et servir de modèle de cet équilibre. Il faut ajouter à cela que le roi aussi a très bien joué en laissant les partis à mouvance musulmane arriver au pouvoir. Bon, vous allez me dire, il les a laissés, ils ont gagné les élections. Oui, mais il y a une façon de composer avec eux. Vous voyez, ceci dit, je ne pense pas qu'ils resteront au pouvoir. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Je crois que, c'est-à-dire le peuple marocain a vu comment il travaillait. Les gens veulent changer. Je crois qu'on va avoir un retour à d'autres partis politiques, ce qui n'est pas mauvais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas joué leur rôle à un moment donné dans l'histoire contemporaine du Maroc. Tout à fait. Donc on va évoluer sur notre sujet. Là, c'est une question qui tient tant à cœur les Marocains, c'est la question du Sahara occidental. Tout récemment, le secrétaire général des Nations Unies, à la personne de M. Ban Ki-moon, s'est rendu à Tindouf. Et il a évoqué l'occupation marocaine, enfin, il a qualifié la présence marocaine d'occupation, provoquant ainsi l'ire des autorités marocaines, parce que ça reprend la thèse du Polisario, ça reprend également les thèses algériennes. Et suite à cette déclaration, le Maroc a expulsé les civils de la mission des Nations Unies au Sahara occidental, suscitant par ailleurs des cris d'orfraie, notamment de l'Union africaine. Par rapport à cela, le Sahara occidental, c'est un territoire marocain ou on n'en sait rien, c'est le méli-mélo? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, le problème du Sahara occidental n'est pas un problème typique en soi. C'est-à-dire, si vous soulevez le problème du Sahara, il faut soulever le problème de toutes les frontières tracées à une période donnée, appelons-la coloniale, ou de protectorat, ou de mandat, voyez-vous, des pays européens. C'est-à-dire, quand on soulève un problème de territoire, on soulève en fait avec des tracés de frontières. Alors, si vous référez à l'histoire, à un moment donné, l'empire musulman marocain, des Alaouites qui sont au pouvoir, s'étendait jusqu'en Afrique noire. Tout le monde sait que Moulay Ismaïl recrutait ses combattants en Afrique noire. Vous voyez, c'est important. Maintenant, on parle du Sahara. Vous savez très bien qu'à un moment donné, vous avez cité Tindouf. Tindouf était ville marocaine.
les provinces marocaines. Tout à fait. Donc il y a des va-et-vient et il est très difficile, si vous voulez, de résoudre ça d'une manière simple, de stigmatiser le Sahara occidental. Mais faisons-le pour les besoins de la cause, je dirais. Je vous dirais, voyez-vous, ce Sahara occidental, avant qu'il ne soit conquis par les Espagnols, hein, au XIXe siècle, c'était une terre marocaine, qui était plutôt d'obédience marocaine, comme je vous l'ai expliqué avant, n'est-ce pas? L'empire du Maroc s'étendait très loin. C'est exactement comme Kadhafi, quand il, toute proportion gardée dans le parallèle, revendiquait le Tchad. Il disait que lui, ses grands-parents, le Tchad est une partie de la Libye du Sud. Dans la bande d'Aouzou. Vous voyez, c'est pas si simple. Hein. Quand vous mettez en cause une frontière, vous avez toutes les frontières. Il en est de même au Moyen-Orient. Hein. La frontière syro-turque est très discutable jusqu'à nos jours. Mais pourquoi s'opposer à la tenue d'un référendum? Il semble que c'est un droit reconnu alors, vous voyez, à tous les peuples. Enfin, le droit national l'admet, le droit de détermination. Oui, mais vous voyez, maintenant, étudions, analysons le problème du Sahara d'une manière très précise. Quel est le nombre du peuple sahraoui aujourd'hui? C'est assez éparse, on n'a pas de nombre assez précis. Non, mais à peu près. Environ 500 000, voire plus, 500 000. Admettons que c'est 1 million et qui se trouve au Sahara. D'accord? Il y a combien, suivez-moi, de Kurdes en Turquie? 20 millions. 20 millions, un peu plus. Alors, moi je vois qu'il faut quand même être logique. Quand vous avez 20 millions de Kurdes qui cherchent à être autonomes d'abord, ou indépendants, le référendum s'impose. Tout à fait. Et c'est une histoire aussi de maintenant. Il y a eu des décisions, si vous voulez, le droit, des décisions juridiques qui émanent de l'ONU, qui ont exclu le référendum, qui ont dit qu'on parle d'une autonomie. On évolue vers une autonomie. Et ça, c'est... Alors, pourquoi donc revenir en arrière, c'est anti-juridique. C'est comme si le secrétaire général de l'ONU s'opposait aux décisions de l'ONU. C'est-à-dire, l'attitude de Ban Ki-moon est en porte-à-faux par rapport à l'institution qu'il présente. Et deux, Ban Ki-moon, en tant que secrétaire général, n'a pas le droit d'être partial. Il faut qu'il reste neutre. Or, son attitude, d'abord, avant d'arriver à ses propos, marquait une attitude engagée en faveur d'une tendance particulière qui est le Polisario. En baissant la tête devant le fanion du Polisario, en faisant le signe du V, de la victoire, mais ça devient un peu du folklore. C'est-à-dire, il se rabaisse à un rôle d'un publicitaire qui on n'a pas compris. Alors certains vous disent ce sont les États-Unis qui l'ont poussé à adopter cette attitude. Oui, mais là, il n'y a pas longtemps, Kerry a dit que lui se tenait aux décisions des Nations Unies. C'est une autonomie marocaine. Il en est de même de la Russie. Et là, c'est aussi bravo pour le Maroc, parce que la Russie est restée neutre, alors que tout le monde sait que c'est un grand allié de l'Algérie. Mais, vous voyez, moi je pense pas qu'il ait été poussé. C'est peut-être une fin de règne, il va quitter, je sais pas. Est-ce que c'est un moment de faiblesse? Est-ce qu'il s'agit vraiment de dérapage? On saura la vérité plus tard. Mais toujours est-il, elle est condamnable. Elle est d'autant plus condamnable qu'elle étonne tout le monde et elle donne raison au Maroc. Parce que là, le Maroc en sort agrandi, évidemment. Surtout après la visite à Moscou, après la stabilité qui règne au Maroc, après toutes ces manifestations populaires, parce que ce Sahara occidental a été conquis avec la marche verte. Ces gens-là n'étaient pas armés. Hein, et c'est là où on voit aussi un grand succès dans l'action de Mohammed VI, dans la mesure où il ramène
le peuple à lui et il l'intègre à nouveau dans son histoire contemporaine. Et là, même s'il y a des opposants au roi, ils ne peuvent pas s'opposer sur ce dossier de Sahara. Non, c'est très, vous voyez, moi je vois d'une manière très positive ce qui se passe au Maroc. C'est sûrement un pays qui est en train de décoller à tout point de vue, même si... Alors pour un dernier mot du Sahara occidental, le plus important, c'est que j'étais à Sahara en 1996. J'étais à Al Ayoun. J'étais à Al Ayoun. J'ai écrit en 2003 en arabe au Maroc, dans, je crois, le journal As-Sabah, oui, As-Sabah en arabe, un article qui soulignait le danger que le Polisario soit noyauté par des islamistes. À l'époque, en 2003. Aujourd'hui, j'ai vu qu'un chercheur de l'université d'Aix reprenait mes thèses, mais d'une manière beaucoup plus étayée, et en couvrant toute cette période, en vous disant tel chef du Polisario a rejoint AQMI, tel chef du Polisario a changé kazakh, il s'est rangé. Et c'est là le danger, c'est-à-dire comme le Sahara occidental, si on lui donne l'indépendance... Permettez-moi, vous voulez souligner que le Polisario est une extension de l'islamisme radical Non, mais au départ, le Polisario, c'était, si vous voulez, il y avait beaucoup de gauchistes, entre guillemets, là-dedans, soutenus par l'Algérie. Le but, c'était de donner à l'Union soviétique de l'époque une fenêtre sur l'océan. Or, aujourd'hui, si le Sahara est intégré dans le Maroc, et avec la visite de Mohamed VI à Moscou, vous savez, les Russes vont être sur les côtes. C'est-à-dire, à quoi ça sert de passer par l'Algérie avec beaucoup de problèmes pour arriver à l'océan, si déjà dans les accords, il y a des accords de pêche, des accords maritimes, vous voyez. Mais il y a eu des chefs du Polisario qui ont rejoint les islamistes et qui sont devenus contrebandiers. Il y a des liens avec le Boko Haram, avec toute la ligne Sahel là, que les Américains avaient définie dans les années 2000. Oui, le plan Pan Sahel, dont je parle souvent parce que ça continue en fait, ça a pris d'autres noms, mais au départ c'était ça. Donc, il vaut mieux, si vous voulez, à long terme, que le Maroc récupère le Sahara. Là, au moins, on a une garantie qu'il n'y aura pas de petit État qui puisse tourner à l'islamisme facilement. Alors, vous me direz, oui, mais on peut dire la même chose si l'Algérie aide ce petit pays derrière. Mais déjà, l'Algérie a des problèmes avec son Sud-Sahara, avec toute cette ligne de démarcation d'islamisme. Vous voyez? Donc, moi, je dirais qu'il faudrait se soumettre aux décisions de l'ONU. D'autant plus que toute cette période, le roi du Maroc a beaucoup investi au Sahara. Ça, je peux vous le dire. Moi, j'y étais. Je suis un témoin oculaire. Et j'ai eu des discussions avec des représentants à l'époque du Sahara. On voit, puis, si vous voulez, c'est pas cette mode, ce Polisario. Ça s'est délité. C'est-à-dire, ces gens-là se sont retrouvés, ceux qui n'ont pas voulu s'intégrer au Maroc, délaissés plus ou moins par l'Algérie. Il y a eu la guerre des chefs à l'intérieur des Polisario. Ça s'est délité. Puis c'est une autre époque. L'Union soviétique n'existe plus. Et voilà que Moscou tend la main à Rabat, tout en étant ami de l'Algérie. Donc, pour finir, Ban Ki-moon n'a pas été un grand secrétaire général. Tout son mandat, dites-moi en quoi il a réussi. Rien. Il a eu un seul mot juste,
que la guerre de Syrie était une guerre par procuration. C'est tout. Sinon, je crois, quand on compare ces déclarations au sujet du Sahara avec ça, c'est vraiment rien du tout, quoi. Mais par contre, c'est médiocre. Par contre, les déclarations de Madame Kolzoula Zuma, de la présidente de l'Union africaine, appuie, accrédite d'une certaine manière celle de Ban Ki-moon, parce qu'il faut rappeler que l'Union africaine reconnaît la RSD, la République arabe démocratique. Pas le Mali. Oui, pas le Mali, au contraire, est entré en guerre. Et en revanche, le Maroc a quitté l'Union africaine justement parce qu'il avait reconnu le Sahraoui. Donc c'est une autre époque. Ça trouve du crédit, les déclarations de Ban Ki-moon trouvent du crédit malgré tout. Oui, c'est une autre époque. C'est-à-dire, toute cette époque où on voulait donner l'indépendance à ce Sahara, ça coïncidait en fait, je suis désolé de le dire, avec toute la propagande islamiste qui était en train d'envahir l'Afrique. Et alors, dites-moi pourquoi, si toute l'Afrique était pourquoi au bout de décennies, n'est-ce pas, ça remonte loin, hein, la marche verte. La marche verte. Pourquoi, qui est devenu le Polisario dans tout ça? Pas grand-chose. Honnêtement, hein, je crois qu'il faut qu'il change de fusil d'épaule, je dirais. Il ne faut pas... Maintenant, vous pourrez avoir d'autres, n'est-ce pas, avis qui croient que ce problème est plus algéro-marocain que sahraoui, ce qui est un peu vrai. Mais moi, je pense qu'il faut que le Maroc et l'Algérie s'entendent. Il faut qu'ils tournent la page. Ce sont deux pays importants du Maghreb. Et peut-être qu'ils ont intérêt justement à s'unir, à ouvrir les frontières pour lutter contre l'islamisme. L'Algérie a connu une guerre civile à cause des islamistes, le Maroc pas, et j'espère que ça tiendra. Et c'était le moment ou jamais, puisque sans doute il y aura un changement politique en Algérie. Que Dieu prolonge la vie de Bouteflika, comme on dit, mais il est, je veux dire, il est vieux, il y aura sûrement un problème de succession. Et c'est l'occasion de s'unir face à ce qui se passe en Libye, en Tunisie, en Égypte, tout le Maghreb, ce qu'on appelait l'Afrique blanche, est menacé. C'est pas pour rien qu'en Libye, on a massacré des chrétiens coptes égyptiens. Vous voyez, alors là, le commandeur des croyants, dans le sens précis du terme, c'est quelque chose de très précieux. Et je dirais même au-delà du sunnisme, parce que le commandeur des croyants descend du prophète. Et les chiites ont aussi une grande estime pour les descendants du prophèt, même quand ils ne sont pas chiites. Vous voyez, si on se fonde sur le dogme chiite, n'est-ce pas, les descendants, El el-Bayt, les descendants du prophète, purifient les autres. Le roi du Maroc a dû avaler son dentier quand M. al-Baghdadi s'est proclamé calife, en proclamant l'État islamique comme un califat. Mais pour revenir, parce que je fais le pont avec la Libye. Non, mais voyez, on peut pas comparer parce que, si vous voulez, le Maroc a une histoire indépendante. C'est une des plus vieilles dynasties du monde. Tandis que al-Baghdadi est sorti des services secrets américains. Ça n'a rien à voir, je crois. Certainement. Pour établir le pont avec la Libye, parce que vous savez que la Libye est en train de devenir un sanctuaire de Daesh. Et pourquoi j'évoque la situation libyenne? Parce que le Maroc joue un très grand rôle dans la formation d'union nationale. Il ne faut pas oublier que les négociations dans l'optique de cette se passent au Maroc, certes sous les Nations Unies, mais le Maroc joue un grand rôle. Et c'est parce que d'ailleurs aujourd'hui on évoque l'éventualité d'une intervention. Et forcément, une telle intervention ne plaît guère à l'Algérie, ne suscite pas un certain emprunt de la part de l'Algérie. Le Maroc ne serait-il pas ce point de passage, je dirais, pour ce pont en termes d'espace, notamment par rapport à son espace aérien, pour pouvoir, et aussi sa situation, pour permettre d'intervenir à une coalition internationale, d'intervenir au Mali, d'intervenir en Libye, autant pour moi.
Vous voyez, j'ai dit qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle puissance régionale, stable, le Maroc. Donc c'est tout à fait normal que les négociations libyennes se passent au Maroc. Bientôt, n'oubliez pas aussi, le roi du Maroc est responsable de la commission Jérusalem. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc cristallise par son monarque beaucoup de choses, non seulement musulmanes, mais arabes et internationales. La rencontre de Mohammed VI avec Poutine, c'était la rencontre d'un commandeur des croyants avec un tsar. C'est la rencontre de deux mondes. Vous voyez? Et cela, je crois, il ne faudra pas l'oublier. Tant que le Maroc est appelé à ce développement. Regardez ce qu'ils ont fait au niveau de la production de l'énergie solaire. C'est une des plus grandes stations du monde. Et là, il faut s'attendre à ce qu'on ait un développement dans le domaine de l'énergie avec la Russie. Et c'est là le point fort, c'est qu'avec tout ça, le roi tient beaucoup de paradoxes et il les gère bien sans heurts. C'est ça la grandeur de la diplomatie, voyez-vous. Comment s'entendre avec le royaume saoudite tout en s'entendant avec la Russie. Le roi, enfin le Maroc a toujours de bonnes relations avec l'Europe. Et au contraire, plus on s'ouvre à d'autres mondes, plus si vous voulez, cette entente avec l'Europe devient chère. Et l'Europe se dit, si on veut avoir notre place, il faudrait traiter le Maroc non comme une ancienne colonie, entre guillemets, mais comme un pays souverain, une nouvelle puissance régionale sur laquelle il faut compter et avec laquelle il faut compter. C'est-à-dire, comme la Russie devient incontournable dans ce système nouvel ordre mondial, le Maroc devient incontournable dans le monde musulman et arabe. Ne pensez-vous pas que le choix du Maroc, enfin le choix marocain, en travers notamment ce rapprochement avec la Russie, parce que je pense que la Russie également a saisi les enjeux, a saisi l'importance du Maroc, ne s'inscrit pas dans une logique de la Bouteflika, parce que le Maroc aujourd'hui, l'Algérie il y a beaucoup d'incertitudes qui règnent, parce que le président Bouteflika se trouve dans un état, je dirais, qui ne garantit pas même si je ne suis pas Wakl, ne garantit pas une longévité et l'après du moins inquiète les puissances étrangères, les puissances occidentales. Le Maroc ne profiterait pas de cette situation pour se positionner comme étant l'État par excellence sûr en termes de stabilité, en termes de rapport pour le futur. Oui, ce que vous dites est très juste. C'est pour cela peut-être qu'il y a beaucoup de forces du mal, entre guillemets, qui cherchent à déstabiliser le Maroc, parce que c'est le seul pays qui tient encore. Et là, votre analyse, moi je la partage, c'est vrai, mais ceci dit, l'Algérie n'a pas dit son dernier mot, et c'est pour cela que j'appelle tout mon cœur, n'est-ce pas, que l'Algérie et le Maroc ouvrent leurs frontières et deviennent une vraiment superpuissance arabo-musulmane, africaine. Et ça, je crois, c'est très important. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, le Maroc, dans le discours du roi récent sur les religions, il y avait une tolérance infinie. À tel point que des sites chiites marocains ont salué le discours du roi. Et là, je vois une ouverture du Maroc, non seulement vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Algérie, mais vis-à-vis peut-être, qui sait, de tout le monde chiite. Il n'y a aucune raison, c'est le seul qui puisse faire cela, puisqu'il est descendant du prophète d'une part,
et en même temps sunnite. Et en même temps, il appelle à ce qu'on admette le culte religieux de toutes les confessions, même au sein de la famille de l'islam. C'est ça, c'est un point très très fort. Mais ne serait-ce ce n'est pas en contradiction avec l'action que le Maroc a engagée au Yémen aux côtés de la coalition saoudienne. On peut un peu qualifier de coalition anti-chiite, vu que les Houthis, de par leur affinité avec Téhéran, suscitent en fait une certaine détestation. Oui, mais vous voyez, et le Maroc fait partie de la coalition qui les combat. C'est assez contradictoire. Oui, mais je vous ai déjà répondu à cela dans la mesure où le roi du Maroc, dans sa visite à Moscou, a béni l'intervention militaire en Syrie. Et n'oubliez pas que pour l'Arabie saoudite, la Syrie est un pays ennemi parce que Bachar el-Assad est alawite chiite. Vous voyez, c'est ça la grande diplomatie. Quand on peut l'assumer et l'assurer. Et c'est là la force du Maroc, c'est qu'il assure. Qu'est-ce que l'Arabie saoudite va couper son aide parce que je ne pense pas. Vous voyez, déjà, on a des projets d'investissement des pays du Golfe par le Maroc dans le Sahara. Vous voyez, c'est-à-dire, ça devient un pays incontournable dans cet équilibre entre Orient dans le sens symbolique et l'Occident. Voilà. Bon, ben merci Monsieur Hassan, professeur Batram, pour cet entretien. J'espère vous avoir à nouveau pour d'autres conférences, d'autres échanges.